L'actualité en débat, c'est sur Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'approfondissement. Approfondissement avec les journalistes, des confrères que nous sommes toujours heureux d'accueillir. Nous avons un plateau suffisamment fourni avec nous ce jour. D'abord, José Junior Owawa. Bonjour José. Bonjour Patrick, bonjour aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup José Junior Owawa. Vous êtes un habitué de Géopolis, en tout cas de Géopresse. Vous êtes journaliste ici à Géopolis, spécialisé de questions environnementales et politiques. Avec nous également Don Momat. Bonjour Don Momat. Bonjour Patrick, bonjour à José Junior et à tout le monde qui est en train de nous suivre. Voilà, Don Momat, aussi un habitué de Géopresse, spécialiste de questions politiques et de santé publique aussi. Avec nous également pour compléter le plateau, Dieudonné Boilali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour à mes confrères et des co-débatteurs. Salutations à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, Dieudonné Boilali également, un habitué des Géopresse, spécialiste sur des questions économiques et minières particulièrement. Allez, on va dérouler le sommaire de cette émission. Les sanctions américaines sont tombées à nouveau à l'encontre d'une raffinerie rwandaise, c'est la raffinerie de Gasabo, et contre ses dirigeants aussi, notamment. La stratégie américaine est simple et claire. Il faut frapper le cœur du réseau rwandais lié au M23. Mais est-ce suffisant pour endiguer la crise congolaise? Je vais poser la question à mes invités. Mais à la une également, le casse-tête Ebola, la 17e épidémie fait ravage. En tout cas, ça monte en crescendo. La RDC compte déjà plus de 100 morts alors qu'il y a 2 semaines, le nombre de morts était moins de 150. La riposte a du pain sur la planche. Elle doit déjà faire face à des obstacles culturels, mais il y a aussi la question de financement. A-t-elle suffisamment une poche bien garnie pour faire face à l'épidémie? Il faut plus d'1 milliard pour endiguer l'épidémie qui frappe en RDC, mais aussi en Ouganda. Voici pour le D thématique. À bon entendeur, installez-vous. Nous sommes partis pour une émission de 45 minutes tout au plus. Alors, on va commencer avec vous, José Junior Owawa. Vous avez suivi, en tout cas c'était jeudi soir, les nouvelles sanctions qui sont tombées contre une raffinerie qui est installée à Kigali, dans une raffinerie rwandaise. On voit bien que c'est une politique bien définie au niveau du Trésor américain, ou bien en tout cas aux États-Unis d'Amérique, de frapper le réseau qui alimente financièrement la crise congolaise, ou bien alimente financièrement le M23. Est-ce suffisant pour endiguer la crise au Congo? Merci beaucoup Patrick. Je crois que je pourrais peut-être décevoir beaucoup parce que quand vous parlez que c'est quelque chose qui pourrait mettre fin à l'agression rwandaise sur la RDC, je dis que c'est pas évident. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que vous assistez justement à cette stratégie du gouvernement américain qui consiste notamment à pouvoir à sanctionner les dirigeants des entités rwandaises. Et vous souvenez-vous, il y a longtemps, l'armée rwandaise qui est justement le fer de lance même de ce qui se passe à l'est du pays, notamment avec la présence militaire rwandaise sur le sol congolais. Et c'est justement cette armée, avec les plus hauts gradés de l'armée, qui avait été sanctionnée il y a quelques mois déjà. Et vous n'avez pas des informations comme quoi on a récupéré tous les territoires où les Rwandais se sont retirés du territoire congolais. C'est une démarche, oui, c'est bien, c'est une première sur le plan de la posture, sur le plan de l'image, de la com. On peut dire oui, c'est une évolution quelconque, mais dans les faits, et ça risque d'être très difficile de pouvoir plier le pouvoir rwandais, parce que souvenez-vous de la locution de Paul Kagame il y a quelques temps. Il disait que oui, les sanctions nous font mal, mais laisser en Corse nous fera encore plus mal. C'est-à-dire que les Rwandais estiment que aujourd'hui, même si les sanctions économiques pourraient fragiliser, pourraient avoir un impact sur les fonctionnements du système financier rwandais, mais cela est toujours subsidiaire à ce qui est
lié aux aspects purement sécuritaires, parce que Kagame, il estime que aujourd'hui la sécurité, bon, comme tous les États du monde, hein, donc la sécurité nationale est au-dessus de toutes les préoccupations d'un État qui doit préserver son intégrité, qui doit préserver ses populations, notamment grâce au maintien de la sécurité avec un dispositif. Mais pour le Rwandais aujourd'hui, on considère que ce qu'ils ont à l'est de la RDC, en tout cas dans les parties nord-est du pays, on parlerait du nord et sud Kivu, et sont des mesures défensives. Ils défendent quoi? On défend l'intégrité territoriale rwandaise, on défend et l'éventuelle incursion, des éventuelles incursions de FDLR qui sont des milices rwandais installées au Congo depuis 1994. Je crois que c'est une démarche qui montre effectivement que il y a quelques temps, quand on était dans l'apogée du pouvoir rwandais, on savait que le Rwanda était soutenu en tout cas par des entités américaines et non pas forcément l'État américain comme structure reconnue, establishment, mais au moins des entités ou de multinationales souvent liées aux intérêts américains. Mais aujourd'hui, qu'il y ait une prise de position comme ça, vous savez qu'en diplomatie, c'est ce qui est d'abord, c'est la prise de position, c'est la communication qui matérialise les relations internationales. Comme une position comme ça prise, mais ce n'est pas forcément évident que ça puisse vraiment avoir de l'impact réel sur ce qui va se passer. On l'a toujours dit sur ce plateau. Ici, ce qui va se passer, ce qui se passe à l'Est, c'est justement, il faut avoir développé au niveau interne des capacités militaires nécessaires à pouvoir finalement neutraliser les groupes rebelles, comme c'était le cas en 2013, et pourquoi pas aujourd'hui, avec la puissance qu'on a montré du côté de l'armée congolaise, notamment la maîtrise de l'espace aérien, les technologies en tout cas qui permettent effectivement de contenir cette fois-ci la rébellion dans les zones qu'elle occupait il y a longtemps, parce qu'avec l'offensive fulgurante qui a été menée en 2025, donc de tout au début de l'année, on pensait vraiment que la rébellion allait aller un peu plus loin. Vous avez vu même l'évolution dans les discours des chefs des rebelles, et que aujourd'hui, avec un peu les stratégies qui ont été développées par les forces armées, qui ont permis, heureusement, pour la RDC de pouvoir finalement contenir encore la rébellion à ce niveau. Je crois que cette évolution doit se comprendre comme ça, et qu'on ne peut pas se leurrer, on ne peut pas aujourd'hui jubiler qu'effectivement il y a quelque chose est bien, mais on ne peut pas dire en soi que les sanctions vont finalement mettre fin à la crise à l'est du pays. Parce que vous avez tous les exemples du monde. La Russie est sanctionnée, mais finalement ça n'a pas mis fin à la guerre en Ukraine. Je crois que c'est un début, mais ce n'est pas une fin en soi. Très en matière, merci beaucoup José Junior Owawa. Donc on veut vous entendre aussi sur la question. On connaît José Junior Owawa qui aime bien les choses concrètes, les choses réalistes, mais on a quand même fait un pas dans cette question de l'agression rwandaise, parce que aujourd'hui, que de voir les États-Unis d'Amérique toucher du doigt cette question de l'agression rwandaise et sanctionnée, est-ce que finalement on peut dire que les accords de Washington ont été une stratégie très salutaire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces sanctions qui tombent? On rappelle que Joseph Kabila, qui a été désigné comme celui qui finance, il a été sanctionné par les trésors américains. L'armée rwandaise a été sanctionnée par le département d'État américain. Il y a des généraux. Maintenant, c'est la raffinerie. Global Witness, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a fait une émission sur le rapport Global Witness. Bref, c'est un réseau qui est vraiment attaqué par les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport justement à la stratégie congolaise qui avait été celle de solliciter l'Amérique avec les accords de Washington? Avant tout, je souhaiterais rappeler qu'au mois de juin, Marco Rubio avait mis en garde le Rwanda en disant que si vous avez jusqu'au mi-juillet pour retirer vos troupes du sol RD congolais, si cela n'est pas le cas, eh bien, on va à nouveau sanctionner. Et là, on vient d'assister au fait à la première phase des sanctions qui va sans doute aller en montant. Et ce qu'il faut aussi savoir, selon certains experts, les gens qui ont été sanctionnés,
ce ne sont pas n'importe qui. Il y a Jean-Malik Kalima et Bosco Kayoboti. Alors, pour Jean-Marc Kalima, c'est un cadre historique du FPR. Il a été donc chef du protocole d'État pendant 10 ans, soit de 1994 à 2004. En fait, il est présenté comme l'homme de confiance du régime à qui on a confié les secteurs miniers, qui est un secteur hyper stratégique pour l'économie rwandaise. Bosco Kayoboti, par contre, est présenté comme un technocrate placé au cœur de la machine pour piloter l'infrastructure industrielle la plus sensible de la stratégie des Kigali. Donc, en ciblant nommément ces duos, l'administration américaine n'a pas que frappé un secteur privé, les secteurs industriels privés. Il faut aller plus loin, ce que l'administration américaine aurait, selon certains analystes, touché directement l'appareil militaro-économique du régime rwandais. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. Deuxième chose que j'ai envie de dire, pas plus tard qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a 5 sénateurs américains qui ont écrit à Marco Rubio pour lui rappeler l'impératif d'une pression diplomatique soutenue. Parce que, encore une fois, ces 5 sénateurs, parmi lesquels Cory Booker, Chris Van Hollen, Peter Wedge et Jeff Merkley, je les ai plutôt cités tous, ces sénateurs estiment que c'est vrai, on sanctionne et tout, mais il faut encore une pression diplomatique très accrue pour amener le Rwanda à respecter ses engagements pris dans le cadre des accords de Washington. Alors, est-ce un coup de maître que la RDC ait plutôt opté pour la signature de l'accord de Washington en disant aux Américains, venez exploiter nos minéraux, nous vous les laissons, les exploiter, bien sûr dans un cadre gagnant-gagnant, mais à condition que vous puissiez d'abord aussi nous apporter la sécurité. Il est difficile pour le moment de dire oui ou non pour répondre à votre question, parce que il faudrait attendre et voir les résultats. Or, dans ce genre de contexte, les résultats n'arrivent pas it et nunc. Il n'y a pas cet effet d'instantanéité, d'immédiateté. Il faut attendre. Et vous le savez, le Rwanda, quelque part... Du point de vue de la symbolique, on voit bien que, effectivement, comme l'a aussi démontré un peu José Junior Ouawa, depuis la signature de cet accord, le M23 est en difficulté. Comme on le disait tantôt, dans l'esprit du M23, à un certain moment, c'est lorsque rapportaient certains observateurs, l'idée c'était d'aller très rapidement, si possible même, d'arriver ici à Kinshasa. On avait même entendu des bouts de couloir ici dire que au niveau de Kinshasa, même certaines autorités s'est préparé, préparer leur passeport. La plupart ou certains d'entre eux ayant une seconde nationalité, donc certains avaient déjà mis leur famille à l'abri et avaient se promené tout le temps avec leur passeport de leur seconde patrie. Donc il y avait cette pression accrue là du M23 sur le pouvoir de Kinshasa, mais on voit depuis un certain temps que cette pression a énormément baissé et même qu'aujourd'hui le M23 semble être en difficulté. Rappelez-vous, pas plus tard qu'hier, le M23 a fait un communiqué pour s'en prendre au gouvernement qui s'attaquerait aux civils. Et là encore, certains observateurs vont vous dire que lorsque le M23 entre dans la rhétorique de se plaindre, c'est-à-dire que militairement, le mouvement est en train de subir deux coups. Et on sait tout naturellement que sur le plan militaire, le M23 devrait subir des coups puisque la RDC est en train de renforcer sa coopération militaire avec plusieurs partenaires. Cela n'est pas un secret des polichinelles, avec notamment le Qatar et bien d'autres pays. Vous avez vu
le ministre de la Défense faire pratiquement beaucoup des pays, l'Égypte, la Turquie, et j'en passe, pour renforcer la coopération militaire avec ces différents pays. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de nouvelles recrues ont été formées dans plusieurs pays et aussi au niveau national. On sait qu'il y a un effort pour, comme l'a dit José Junior, pour réarmer notre armée avec surtout du matériel moderne, puisqu'aujourd'hui la guerre, ce n'est plus seulement, c'est même loin d'être un ensemble un effectif militaire. Vous avez vu l'Iran et les États-Unis s'affronter sans qu'aucun soldat n'ait tiré un coup de fusil. Par contre, il y a eu beaucoup de missiles qui ont été utilisés, beaucoup de drones qui ont été utilisés de part et d'autre, ce qui démontre qu'aujourd'hui, la guerre, lorsque même vous regardez la progression d'Israël au niveau du Liban, dans sa lutte contre le Hezbollah, c'est vrai qu'il y a par-ci par-là il y a parfois, ils s'affrontent à terre, mais c'est avant tout l'artillerie militaire, ce sont les avions, ce sont les missiles qui sont en premier, les drones qui sont utilisés en avant-plan. Et donc aujourd'hui, il y a la nécessité. Aujourd'hui, on voit bien que la RDC est en train d'investir dans la technologie. Et donc, cette signature a effectivement mis en mal le M23 et par-delà le Rwanda. Vous avez vu le président rwandais à un certain moment se plaindre, dire explicitement, je vais peut-être reprendre ces mots sans pour autant les reprendre dans leur entièreté, dire que ces sanctions nous font mal. Mais attention, il ajoute tout de suite que nous n'avons pas le choix. Et donc c'est là qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour répondre à votre première question, à compléter la réponse de José Junior. Le Rwanda, c'est que dans la nouvelle logique dans laquelle la RDC l'a amené, il va devoir faire face à des sanctions. Je crois qu'ils sont, même si on n'est jamais assez préparé, mais ils sont un peu préparés aux sanctions. Et regardez, lorsqu'on a fait ici les rapports d'Amnesty International et tout, on voit que la contrebande, souvent quand il y a des sanctions, très vite, ils vont chercher à s'adapter à nouveau pour continuer à exploiter, et même à continuer à exploiter davantage que sans avoir qu'avant des sanctions. Donc il faut avoir cela à l'esprit, il faut avoir vraiment cela à l'esprit. On verra bien sur le long terme si cela va tenir. Denis Boinali, même dans le communiqué de sanctions, même dans les différents rapports Global Witness, on insiste beaucoup aussi sur les consommateurs finaux. Il y en a qui diront consommateurs finaux. Bon, bref, consommateurs finaux. On a vu, comme l'a dit Don tout à l'heure, que de l'autre côté, il y aura tendance à surexploiter pour continuer. Mais est-ce que ces consommateurs finaux-là, à qui on n'inflige aucune sanction, ne vont-ils pas continuer à nourrir un réseau parallèle, justement, continuer à acheter et à nourrir un réseau parallèle? Est-ce que ça ne va pas constituer un soft power quelque part, financier, avec tout Microsoft, Apple, tout ça, qui continue justement à aller acheter des minerais de contrebande? Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport justement au fait que les consommateurs finaux, eux, ils ont presque les mains libres. À eux, on semble donner juste un conseil. Merci pour la question, Patrick Ilunga. Mais permettez-moi, avant d'y répondre, de rappeler que les budgets de la République du Rwanda est constitué principalement des recettes provenant de l'industrie touristique. N'oublions pas que nous partageons en commun les parcs nationaux de Virunga, dont plus de 2 tiers se trouvent en République démocratique du Congo. Le budget du Rwanda provient aussi de l'exploitation de l'agro-pastoral, de l'agriculture,
soubassement de l'économie dans tout pays. Le budget du Rwanda provient aussi des millions de dollars pompés par la communauté internationale grâce à leur soft power, des millions de dollars provenant de la coopération internationale. La dernière source de revenus pour le gouvernement rwandais, c'est l'exploitation illicite. J'aimerais employer les termes utilisés par Raphaël Goï, le géologue et ancien de la GECAMINE. Il s'agit du siphonnage des minéraux de la République démocratique du Congo, surtout dans la partie orientale du pays, plus précisément dans le nord et le sud Kivu. J'ai entendu mon co-débatteur José Junior dire qu'il est un peu sceptique, il ne croit pas à ces sanctions. Ça fait longtemps qu'on a commencé à les sanctionner économiquement et financièrement, mais ces sanctions ne portent pas des résultats escomptés. Je vais dire, je ne détruis pas ce qu'il a dit, je vais seulement apaiser mon confrère que les sanctions économiques et financières produisent des résultats à court terme, à moyen terme et à long terme. Je sais que il aimerait voir à court terme ces sanctions produire des fruits, mais c'est pas comme ça dans le système économique international. Je vais vous donner un exemple. La guerre que nous avons, qui nous a été imposée par le Rwanda, est à la fois communicationnelle, elle est économique, elle est militaire, et puis y répondre, et puis rétablir l'équilibre, et voir demain notre armée et reprendre toutes les zones occupées par la rébellion avec la bénédiction du Rwanda. Il fallait aussi aller sur ces terrains-là, utilisés par Kigali, c'est-à-dire la guerre devait être médiatique, communicationnelle, économique, militaire. Je vais mettre l'accent plutôt sur la guerre économique et financière. Vous avez vu que Kinshasa a pris une batterie de mesures pour commencer déjà à sanctionner Kigali. Interdiction de survoler l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Ça portait un coup dur sur Rwandair. Aujourd'hui, Rwandair connaît des sérieux problèmes. Il y a des annulations de vols, des passagers se plaignent. Et vous savez que la RDC, c'est un pays carrefour. Nous sommes au carrefour de plusieurs regroupements régionaux. CAC, SADC, Est Africa Community, COMESA. Vous avez les Maghreb, l'Afrique australe. Maintenant, interdire à une grande compagnie comme Rwandair de ne pas survoler l'espace aérien congolais, ça a occasionné des coûts opérationnels énormes en termes de consommation de carburant, des frais à payer, contourner la République démocratique du Congo. C'est un coût opérationnel. Aujourd'hui, cette compagnie est en difficulté. Ça, c'est un. De deux, vous saviez que le Rwanda, à travers ces entreprises minières qui ont été sanctionnées, mais mettez-vous à la place des Rwandais qui considéraient ces entreprises, qu'on commençait à comparer au même titre que les entreprises congolaises comme la MIBA, la GECAMINE, que nous aussi au Rwanda, nous avons notre GECAMINE, nous avons notre MIBA. Maintenant, on les sanctionne. Aux États-Unis, on ne blague pas. Quelle est cette banque-là, ou bien cette société financière internationale américaine qui va essayer de faire des transactions en dollars avec toutes ces sociétés minières et les banques rwandaises? Je ne vois pas une. Hein? L'OFAC, l'organisation américaine qui a sanctionné. Maintenant, pour les consommateurs finaux, mais ils ont commencé déjà à s'organiser. Les Américains se déploient déjà en République démocratique du Congo. Vous avez la multinationale Cobalt Metal. Vous avez une autre entreprise américaine que j'ai oublié le nom, qui lorgne sur la mine de Mutoshi, qui est considérée comme l'une les mines les plus riches de la République démocratique du Congo, au même titre que Kamoto et Kamoa, Kakula, les mines que nous avons au pays. Quel est l'objectif des États-Unis? L'objectif des États-Unis, et je suis heureux parce qu'aujourd'hui, Kinshasa a réussi à transférer cette guerre
par procuration à Washington. Parce qu'à un certain moment, je me disais que Kinshasa allait être limité dans les sanctions économiques. Vous sanctionnez les Rwandais, par exemple, en coupant le fonctionnement de nos banques situées à l'Est. C'est bien. Vous interdisez aux Rwandais de survoler l'espace aérien. C'est bien, c'est un coût économique. Mais à un certain moment, nous devrions nous dire que nous ne contrôlons pas les billets verts, les dollars. C'est une monnaie étrangère qui appartient au gouvernement américain. À un certain moment, le Trésor américain devait reprendre les flambeaux. L'organisme américain, l'OFAC, qui sanctionne les trafics illicites, devait reprendre les flambeaux. Et aujourd'hui, les résultats portent à court terme des fruits escomptés. Mais ce n'est pas ce que nous attendons. Parce que l'objectif des États-Unis, permettez-moi de lire ce que j'ai écrit, par ces nouvelles mesures, Washington affiche une volonté de s'attaquer aux réseaux économiques qui alimentent la guerre dans l'Est de la RDC et compromettent les capacités financières des groupes armés soutenus par Kigali. Ces mesures ou ces stratégies s'inscrivent également dans la dynamique des accords de Washington pour la paix et la prospérité qui visent à assécher, je souligne, à assécher les sources de financement de la violence et à restaurer une exploitation licite des ressources naturelles congolaises et voire même dans la région des Grands Lacs. Tout à fait. Simplement qu'il faut rappeler aussi, et c'est très important de le rappeler, que la même raffinerie est sanctionnée aussi par l'Union européenne, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas faire des transactions aussi en euros. Alors, on passe justement, parce que le temps file vite, on va passer à notre deuxième thème. Vous le savez, la RDC fait face à une épidémie, l'épidémie d'Ebola, la 17e de l'histoire. Au tout début, la CDC Africa disait que les besoins de financement s'établissaient à autour de 300 millions de dollars. La somme avait été élevée autour de 500 millions de dollars. Maintenant que l'épidémie continue à se propager, mais il faut dire que c'est dans 3 provinces, en Ouganda également, la CDC Africa, qui est la structure de l'Union africaine qui suit les questions de santé publique, dit que le besoin s'établisse à plus d'1 milliard, c'est-à-dire 1 milliard 400 millions de dollars. Les pays, beaucoup de pays africains et aussi occidentaux, ont promis autour de 900 millions de dollars, mais seuls 13% de ces sommes sont déjà disponibles ou ont été versées. José Junior Owawa, la question, elle est sanitaire, elle est humanitaire, elle est financière aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que M. Jean Kasséaki, le docteur Jean Kasséaki, le directeur de la CDC, dit ceci: si nous ne disposons pas de ces fonds-là, on ne parviendra pas à endiguer l'épidémie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire face à cet obstacle financier? Bon, merci beaucoup Patrick, mais avant de continuer là-bas, j'aurais voulu, je sais qu'Edouard Mouma aura certainement beaucoup de choses à dire là-dessus que nous autres sur le plateau, mais moi je voulais rappeler à Dieudonné que moi je ne fais pas la propagande. La propagande, il faut laisser ça à des officines politiques qui font la propagande. Moi je fais parler de faits, et les faits sur le marché aujourd'hui sur le terrain montrent effectivement l'objectif de ces sanctions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de faire du mal au Rwanda, ce n'est pas de faire du mal aux Rwandais, c'est de mettre fin, permettre à mettre fin à la guerre à l'est de la RDC. C'est ça l'objectif in fine de ces sanctions imposées par les Américains, qui sont en réalité les conséquences des violations de l'accord signé entre la RDC et le Rwanda dans le cadre de l'accord parrainé par les Américains. Donc quand vous voyez sur le terrain aujourd'hui, est-ce qu'on a la présence de l'armée rwandaise? En tout cas, toutes les sources sont formelles. Les Rwandais sont encore sur le sol congolais. Cela voudrait dire que tout ce qu'on a comme sanction n'a pas encore véritablement porté le fruit, si ce n'est qu'aujourd'hui, ça a stoppé au moins la progression de l'armée rwandaise, et ça a permis aujourd'hui pour le gouvernement de la RDC de pouvoir se réorganiser, d'investir encore davantage, de moment qu'il a dit tout à l'heure, sur les forces des armées, notamment la maîtrise de la technologie, la maîtrise du terrain, qui permettent aujourd'hui qu'ils sont endigués, au fait, en quelque sorte, dans le coin où ils ont été cantonnés depuis février 2025, donc ça va faire plus d'une année, et qui sont toujours là, les rebelles et les autres. Donc il faut
c'est une précision détail. Je suis d'accord avec vous de dire que les sanctions peuvent effectivement permettre de changer quelque chose sur le terrain, c'est-à-dire que économiquement le Rwanda peut se sentir un peu asphyxié financièrement, parce que si vous sanctionnez parce qu'on l'accuse de bénéficier des ressources naturelles de la RDC pour financer justement l'économie de la guerre dont on parle, si jamais il y a ces sanctions sont appliquées, effectivement, il doit y avoir rupture de cette chaîne d'alimentation, permettez-moi l'expression, de cette guerre. Mais aujourd'hui, quels moyens avons-nous, nous et les Américains, à pouvoir effectivement vérifier que, parce que toutes les parties qui fournissent, qui alimentent l'industrie minière rwandaise est encore occupée par la rébellion, qui sont les proxys, les rebelles qui sont le proxy du Rwanda, parce que c'est établi comme tel. Donc je vois, c'est une précision qu'il était important de rétablir, et en insistant sur le fait, moi je suis dans l'image, je vois la posture, elle est vraiment importante, parce qu'aujourd'hui ça permet d'écorner un tout petit peu l'image du Rwanda, qui a construit son image sur un pays de la stabilité politique, sécuritaire, tout ce que vous voyez. Là je suis d'accord qu'aujourd'hui vous avez rappelé que l'Union européenne a fait de même, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Ce qu'il faut, chapeau bas aux autorités congolaises, en tout cas d'avoir fait ça, avoir montré l'autre face du Rwanda que les gens n'avaient pas. Là, je suis d'accord, mais les faits montrent qu'on a encore la guerre à l'est du pays. Concernant Ebola, la seule chose que je peux peut-être dire aujourd'hui, mais que vous avez parlé les chiffres de 150 il y a quelques semaines, aujourd'hui on est à 300 morts. Ça veut dire, ça montre la difficulté, la montée malheureusement de la propagation de la maladie et la mortalité. Semble-t-il que c'est l'une des souches les plus mortelles qu'on connaît. Non, selon les autorités, en tout cas le ministre de Santé, la souche Zaïre, c'est la plus mortelle, qui était autour de 50%. Maintenant, la souche Bundibugyo, c'est autour de 26%. Bon, 26%, mais au moins, la difficulté, là je reviens, donc la difficulté qu'on a aujourd'hui, de n'avoir pas maîtrisé encore les traitements. En tout cas, il n'y a pas un protocole clairement établi, comme quoi ça pouvait permettre les traitements aujourd'hui, l'absence du vaccin. Donc, il semble qu'on a encore à l'étape expérimentale, qu'on n'a pas encore du vaccin. Il y a beaucoup de défis comme ça qui sont sur les chemins de la RDC, il y a malheureusement, moi je suis en train de lire un article sur le site électoral tout à l'heure là, on parle même des échantillons qui quittent Nyanya vers, je crois, Bunia, dans les camions, et qui c'est qui transporte ces échantillons. Vous voyez la difficulté qu'on a malheureusement de pouvoir contenir cette épidémie. Et aujourd'hui, dans un pays en guerre comme la RDC, dans un pays qui doit préparer les élections probablement l'année 2028, dans un pays qui est confronté notamment aux difficultés financières de tout genre, aujourd'hui vous avez une autre difficulté qui vient de s'ajouter, celle de Ebola. Donc tous ces financements, effectivement, on a besoin que la communauté internationale, les organismes internationaux, le système des Nations Unies, qui accompagnent déjà l'État congolais à pouvoir peut-être aujourd'hui accentuer. Il semble qu'ils y mettent un peu de l'argent, mais il faudrait encore davantage, parce que nous sommes un pays dont une grande partie est enclavée. On a besoin effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple que les médias a cité tout à l'heure, je viens de lire cet article, que les échantillons quittent Nyanya et pour aller par exemple à Bunia pour prendre peut-être l'avion et revenir à Kinshasa. Donc vous voyez tous les risques. Et là, les transports, il n'y a pas longtemps, on nous a parlé d'un cas d'Ebola détecté en France. C'est-à-dire qu'il y a eu un médecin qui serait de nationalité française qui a transité par Kinshasa pour aller, combien de personnes il a pu être en contact avec, combien de gens l'ont suivi. Est-ce qu'on est aujourd'hui à mesure de déterminer effectivement quelle est la chaîne possible de transmission de cette maladie qui n'est pas encore réellement détectée dans la ville de Kinshasa? Voilà pour cette question essentielle. Dans mon match, on veut vous écouter aussi sur la question. C'est vrai que le côté humain est toujours très important, plus de 300 morts aujourd'hui, mais on sait aussi que la riposte a été très critiquée, a fait l'objet de beaucoup de critiques. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Le besoin exprimé en termes de millions, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait d'abord le besoin 300 millions, plus 500 millions, maintenant c'est plus d'1 milliard, alors que les financements, le Congo, la RDC a donné moins de 60 millions de dollars selon nos informations, et que les pays africains et consorts ont promis 900 millions, mais seul 13% de cet argent-là est déjà décaissé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que les finances nous semblent, nous,
en tout cas en tant que journaliste, un grand obstacle à la riposte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je sais que vous avez aussi beaucoup à dire sur le plan sanitaire, donc vous avez le et justement, commençons par le plan sanitaire, pour oui. dire que dès la semaine prochaine, un traitement contre la souche Bundibugyo devrait entrer en phase d'essai clinique. Donc, dès la semaine prochaine, c'est pas encore un traitement qui est approuvé, mais il y a, pour le dire de façon simple pour ceux qui nous suivent, il y a un traitement qui va être expérimenté contre cette maladie dès la semaine prochaine. Et si tout va bien, j'espère que dans les jours qui viennent, on pourrait en ce moment-là assister à de nombreux cas de guérison, si tout marche bien. Et aujourd'hui, on peut se montrer plus ou moins positif, parce que avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, le laboratoire commence à fabriquer de médicaments et même de vaccins dans un délai relativement court et de façon un peu et des médicaments et traitements qui soient un peu plus efficaces, parce que comme je le disais tantôt, la technologie aidant. Et donc voilà, pour se montrer un peu lorgné sous l'angle de l'optimisme. Et bien sûr, il y a cette question de financement qui fait défaut, mais là encore il faut relativiser, parce que on a vu que dans certains contextes, même avec les plus gros financements, on avait du mal à éradiquer une épidémie, parce qu'une épidémie, c'est au-delà du financement. Aujourd'hui, par exemple, la question, l'une des problématiques centrales de la riposte, c'est les rejets par la population, les refus par certaines communautés de l'existence de cette maladie. Et en ce moment-là, l'obstacle culturel. Oui, c'est vrai qu'il faut de l'argent pour la sensibilisation, mais ce n'est pas en soi l'argent qui va convaincre les gens à reconnaître qu'il y a une épidémie et à respecter par exemple le protocole en cas d'enterrement, en cas d'isolement. C'est d'abord les acteurs qui vont être utilisés. C'est les acteurs qui vont être utilisés, le message qui sera porté et la manière dont... Mais vous convenez quand même avec moi, que la sensibilisation, c'est un financement qui accompagne la sensibilisation. Oui, j'ai dit, je suis très clair dans mes propos. J'ai dit, c'est vrai, la question d'argent, elle se pose avec acuité. Elle se pose avec acuité. C'est vrai qu'il faut de l'argent, mais j'ai dit que ce n'est pas l'argent qui va convaincre les gens à adhérer, à reconnaître qu'il y a épidémie, à reconnaître qu'il faut, en ce moment, se passer de certaines pratiques. C'est les messages. Le message, il doit être conçu. C'est les acteurs qui vont accompagner ces messages. Vous savez, dans la communauté, les gens ont tendance à croire aux chefs coutumiers, aux leaders locaux, aux pasteurs, aux évêques. C'est vrai, il faut d'abord que tout ça soit mis en place, que tout ça soit utilisé, bien sûr, avec de l'argent. Ce qu'il faut aussi savoir est que notre système de santé est défaillant et nous avons un problème d'infrastructure et aussi un problème, encore une fois, d'argent pour réagir aussi rapidement à de telles situations. Et c'est quand même aussi pas évident de compter sur l'aide internationale, puisque en ce moment, c'est vrai, les gens ont envie de mettre la main à la poche pour dire, écoutez, contenez ça là-bas, mais en même temps, les gens, ils prennent des précautions d'abord pour eux-mêmes. Comment on met déjà des plans, voyez-vous, par exemple en Centrafrique, il y a un plan de réponse contre Ebola qui a été adopté, alors que jusqu'en ce moment, il n'y a aucun cas déclaré, mais il y a un plan qui a été adopté. Cela signifie, j'ose croire, qu'un budget a été mobilisé, et c'est les causes dans d'autres pays qui ont fermé les frontières. Certains pays frontaliers, comme le Rwanda pour ne pas les citer, ont fermé les frontières, même s'ils les ont ouvertes pour quelques raisons, parfois jugées par
eux-mêmes pour vous laisser passer ou pas. Mais on voit que chaque pays va d'abord se concentrer sur soi-même. C'est encore une fois là que on se rappelle qu'il y a la nécessité de refondre complètement le système de santé et que nous ne devons pas être que dans la réaction. Nous devons être, et c'est ça d'ailleurs le rôle du gouvernement, c'est l'anticipation. L'anticipation, aujourd'hui, je ne cesse de le dire, les études ne cessent de le dire, de plus en plus le monde est confronté et sera confronté aux épidémies avec les changements climatiques, les rapprochements entre les animaux et les humains. Donc, il faudrait s'attendre à des épidémies, à des zoonoses. Il faut donc, en ce moment, commencer déjà à travailler, anticiper, commencer à convaincre les communautés locales de la nécessité de savoir détecter des maladies bizarres, étrangères, de savoir vite les rapporter. Encore faut-il que là où on est en train de les rapporter, qu'il y ait de l'infrastructure de base pour recueillir ces données-là, et vite les analyser. Et donc, il faut aujourd'hui repenser vraiment à refaire la politique sanitaire de notre pays, puisque aussi longtemps que nous serons toujours dans la réaction, eh bien, on aura toujours 2-3 retards, on aura toujours du retard en fait sur la riposte. Voilà, savoir aussi comment en tout cas agencer notre comportement dans l'écosystème général. Merci Domomat. On va finir avec Dieudonné Boinali. La question, j'ai la récente encore sur le besoin de financement. Vous connaissez déjà le problème, il y a un grand besoin de financement alors que la disponibilité, on dit la caisse n'est pas totalement garnie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur riposte Ebola? Bon, je vais débuter là où notre maître à la matière du desk santé, Domomat, a terminé en disant que gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas la première fois que nous avons la maladie d'Ebola dans les pays. Par le passé, cette partie du pays a été frappée par la même maladie. Nous avons un personnel qualifié, même si nous n'avons pas assez de moyens. Domomat a dit notre système de santé est défaillant. Combien de zones de santé d'abord avons-nous dans les pays? Est-ce que le déploiement est bien fait? Le déploiement s'est rapproché de la population, toute la couverture santé. On est loin de là. Lorsqu'on prend les statistiques des docteurs, ils sont tous concentrés à Kinshasa, alors que dans de grandes villes, alors que le reste du pays en est totalement dépourvu. Voilà. Et pour paraphraser l'ancien président togolais, Adema, paix à son âme, qui disait que lorsque la case de votre voisin brille, il faut vite aller les secourir, sinon ça sera votre tour. Et je constate que les pays africains se sont spécialisés plus, je dirais, les capitales africaines dans des promesses. Et pourtant, nous avons une urgence sanitaire. Hier, elle était de portée nationale, elle est devenue de portée régionale, voire africaine, jusqu'à devenir de portée internationale. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour l'Ukraine, pour aller faire la guerre en Iran et dans d'autres régions du monde, mais ils ne sont pas prêts à dépenser, à réunir la bagatelle somme de 1 milliard de dollars, ce qui semble être le cas, les budgets actuels, au jour d'aujourd'hui actualisés, et ils sont réticents pour dépenser pour Ebola, mais ils sont prêts à fermer les frontières. Non, nous ordonnons à l'Europe de fermer les frontières à la RDC. Nous ordonnons à la SADC de fermer les frontières à la RDC. C'est pas ça comme ça. C'est pas comme ça que nous allons vaincre Ebola. Hein? Comme nous sommes pendant la période des Coupes du Monde, je pense qu'on devait insister beaucoup sur la sensibilisation parce que ceux qui ont parlé avant moi l'ont dit. Il y a des problèmes culturels liés à la culture. Il y a aussi les habitudes alimentaires. Semble-t-il, Ebola provient aussi du fait de nos habitudes alimentaires. Il y a un animal qui est décédé. Et vous trouvez que non, c'est l'antilope, c'est la viande très prisée de chez nous. Moi, je dois manipuler cet animal, je dois le récupérer et aller préparer, vous manger. Vous mangez comme ça, vous vous retrouvez, vous avez l'Ebola. Donc, il faut sensibiliser la population, il faut vulgariser, faire appel aux médias
mais ça demande aussi des moyens financiers. Les médias pour qui travaillent, participent au combat, ils doivent être soutenus aussi financièrement. Nous avons aussi des leaders d'opinion, des pasteurs, des princes de l'Église. Je pense on doit oublier un peu les débats sur la révision constitutionnelle, et des gens qui sont pour et contre. Nous consacrer d'abord à l'urgence Ebola, bouter cette maladie d'abord dehors, et puis revenir demain dans notre débat de révisionnistes et de contre-révisionnistes. Parce que Ebola a frappé Bunia et la région de l'Ituri et certains pays africains. Demain, nous pouvons être surpris, Ebola arrive à Lubumbashi, Ebola arrive à Kananga, Ebola arrive à Kinshasa. Nous parlerons encore de la révision constitutionnelle. Ça sera maintenant des masques, on se cache dans la maison. Nous devons maintenant focaliser toutes nos énergies pour lutter contre Ebola. Déjà qu'Ebola a transité par Kinshasa avec le médecin français. Voilà. Même si on dit, attention, l'Ebola devient transmissible lorsque les symptômes se sont extériorisés. Et dans le cas du médecin, les symptômes sont extériorisés dans l'avion. Donc on peut se dire que il n'a pas peut-être contaminé. Mais attention, si Kinshasa a pris la mesure des 21 jours pour ceux qui reviennent des zones sensibles. Et ici, on a un médecin, excusez-moi, on a un médecin qui a été contaminé. On a un médecin qui est censé être mieux protégé. C'est-à-dire que il faut vraiment... je conclue. J'aimerais voir les opinions. En commençant même par Tata Cardinal, que j'aime bien. Nos pasteurs, les princes des églises, lancer un message à la population que Ebola Zali, tous pas précaution, ne pas manipuler ces sources-là pour limiter la propagation de cette maladie. Et aussi, nous avons vu aussi les mêmes personnes citées lancer des campagnes de collecte de fonds. Nous avons un sérieux problème. Il faut atteindre les 1 milliard de dollars. Nous pouvons faire aussi la mobilisation en interne. Celui qui a 10 000 $, 5 000 $, pas seulement les donner aux musiciens, donnez 5 000 $ à la campagne de lutte contre Ebola. Vous avez $1, vous contribuez. Merci. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Dieudonné Boinali. Il est philanthrope. Merci Dieudonné Boinali. Merci Don Mat. Merci à José Junior Oawa. Merci à toute l'équipe technique. Surtout notre technicien Yves qui s'est affairé derrière les caméras pour nous faire parvenir à vos maisons. En tout cas, Géopresse, c'est ici la fin de parcours. On va donc se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Ce sera toujours avec le même plaisir. Donc on dit à bon attendeur, à la prochaine.